Le carton invité du DEJ Matinal Info s'intéresse à la thématique des réformes administratives nécessaires dans le cadre de la refondation de l'État. Et pour ce faire, je reçois Nicolas Zemané. Il est enseignant en droit public et consultant indépendant en management public. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Kaboré et merci de m'accueillir au DEJ Matinal. Justement, pour commencer notre entretien, pour parvenir à une réelle refondation de l'État, il est nécessaire d'aller vers des réformes courageuses. Déjà, quand on parle de refondation de l'État, que faut-il comprendre? Bien. Disons, quand on parle de refondation de l'État, ce qu'il faut comprendre, c'est certainement une forme d'inversion en fait des paradigmes et essayer de changer fondamentalement ce qui ne marche pas afin de tendre bien sûr vers de nouvelles perspectives et ce dans le sens justement de satisfaire le maximum de Burkinabés. Donc on part toujours du principe qu'une administration ou un État, si vous voulez d'une manière générale, a besoin de certains moments de son histoire pour se refaire une certaine santé. Et comme je l'ai dit, dans le souci toujours d'apporter plus de bonheur et plus de satisfaction aux citoyens, au peuple bien sûr. Donc la refondation de l'État, elle s'inscrit dans ce sens parce que nous sommes dans une situation nationale où, comme vous le savez, nous sommes pratiquement dans un régime d'exception où le président actuel a décidé en tout cas de refaire, de faire naître un nouveau Burkina, cette fois-ci un nouveau Burkina qui se veut souverain, un nouveau Burkina qui se veut justement fonder son développement sur tout ce qui est endogène et un nouveau Burkina bien sûr qui veut rompre avec certaines pratiques anciennes qui ont longtemps bien sûr contribué à rendre malheureux certains Burkinabés. Donc il faut dire que cette refondation s'inscrit dans une recherche d'un mieux-être pour tout le peuple burkinabé. En dehors de la période actuelle, est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans l'histoire de notre pays où on a décidé au niveau des autorités de penser justement à la refondation de l'État? Tout à fait. Plus près de nous, c'est, on va dire, la transition de 2014-2015, où il y a eu quand même pas mal de réformes qui ont permis, si vous voulez, de remettre au goût du jour certaines tares de notre administration, certaines tares de notre État et qui ont fait l'objet de réformes. J'en ai pour preuve, si vous voulez, le pacte pour le renouveau de la justice, voilà, qui avait contribué quand même à donner une nouvelle image à notre appareil judiciaire. Il y a eu aussi des réformes allant justement dans le sens justement de l'amélioration des conditions des fonctionnaires, avec notamment la loi 0421 qui a été adoptée en novembre 2015. Donc il y a pas mal d'étapes et avant ça, je pense que les grands moments de réforme aussi qu'on a eu, c'est entre 98 et 2000, voilà, suite justement à l'événement malheureux du décès de Norbert Zongo. Rappelez-vous qu'il y avait eu un collège de sages qui avait été mis en place et qui avait fait des recommandations dans le sens justement de revoir certains aspects de notre vie commune, notamment au niveau administratif, au niveau politique, au niveau social. Ça nous a permis d'avoir des institutions assez bien renforcées comme la CENI, le CSC ou encore l'éclatement de la Cour suprême qui a permis de faire naître, si vous voulez, la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, etc. Donc ces moments sont intimement liés à la marche normale d'un État. Voilà. Et à chaque fois, il est du ressort quand même du gouvernement de prendre bien sûr à bras le corps ces moments afin justement de réajuster, on va dire, les choses, parce que je pense l'avoir déjà dit une fois sur ce plateau, l'un des principes importants de toute administration publique, c'est le principe d'adaptabilité, le principe d'adaptation, et il faut à tout moment essayer de s'adapter aux besoins bien sûr des citoyens et aux besoins du moment. Et pour ceux qui nous prennent en marche sur la radio ATFM, vous êtes bien au DEJ Matinal Info dans le carton L'invité, où nous parlons aujourd'hui des réformes administratives nécessaires dans le cadre de la refondation de l'État, avec comme invité Nicolas Zemané, enseignant en droit public et consultant indépendant en management public. Au niveau de l'organisation générale de l'administration, on est de plein pied dans notre sujet. Qu'est-ce qu'il faut réformer exactement? Bien. Si on parle de l'administration générale, ça va être difficile de parler de tous les pans de cette administration générale. Donc, ce que je vais faire, par besoin de me faire comprendre facilement, c'est de partir au niveau, si vous voulez, de la haute administration. La haute administration, si vous voulez, c'est le gouvernement, c'est les collaborateurs
collaborateur direct des ministres. C'est ce qu'il faut voir. Donc, à ce niveau, l'une des réformes qui est toujours en suspens et qui gagnera à être mise en œuvre, il s'agit du cas spécifique des secrétaires généraux, voilà, des ministères et des institutions. À mon sens, c'est un poste éminemment technique qui exige une certaine stabilité. Parce que l'une des tares de nos administrations, souvent, c'est le manque de stabilité. Donc, j'ai toujours, en tout cas, milité dans le sens, avec d'autres camarades, dans le sens justement de la stabilisation de ce poste-là de secrétaire général, si vous voulez, de cette fonction de secrétaire général. L'idée, c'est d'en faire en réalité un poste de carrière. Un poste de carrière qui sera occupé essentiellement par des personnes rompues à la chose administrative. Si vous voulez, j'aime citer le cas des administrateurs civils, mais ce ne sont pas les seuls. Hein. Il y a pas mal de fonctionnaires, si vous voulez, d'agents publics qui sont formés pour assumer ce rôle. Parce que c'est un rôle central, hein, le secrétariat général, dans la mesure où c'est la mémoire même, c'est le cœur même de l'administration dans nos départements ministériels et dans nos institutions. Parce que vous remarquerez d'ailleurs que lorsqu'il y a une instabilité politique, rapidement, ce sont les secrétaires généraux qui sont demandés à assurer la conduite de la gestion courante. Donc, c'est dire à quel point ce sont des éléments centraux. Et on gagnerait beaucoup à stabiliser ce poste-là, surtout à le professionnaliser, faire en sorte que ça soit un poste de carrière, parce que ça va donner un certain entrain à l'administration, notamment dans la gestion de la mémoire et surtout dans la gestion des procédures, parce que c'est le SG qui est censé être rompu à toutes les questions de procédure administrative, à toutes les questions essentielles de l'administration centrale comme déconcentrée. Donc, à côté des SG, il y a aussi des postes tels que les postes de DG et les postes de directeur. À ce sens, je pense aussi qu'une stabilisation est nécessaire. Déjà que là-bas, ce sont des postes en réalité de carrière, il faut songer à stabiliser de sorte à ce que quelqu'un qui est appelé à occuper un poste de responsabilité comme directeur général ou comme directeur technique, qu'on puisse lui accorder un minimum de temps afin de lui permettre d'assumer pleinement, c'est-à-dire ses responsabilités. Pour vous, ce minimum, c'est combien de temps? Je pense à un truc 18 mois, c'est-à-dire au moins un exercice annuel et demi. Ça lui permet quand même pour faire de la conception d'avoir le temps nécessaire, parce qu'on ne conçoit pas en 2 mois, en 3 mois. Il faut lui laisser au moins le temps, surtout s'il a été choisi sur la base des compétences réelles, on peut lui laisser aller jusqu'à 18 mois, 3 ans, et à chaque fois il est évalué pour voir si il atteint ses objectifs, les objectifs qui lui ont été assignés. Donc ça, c'est l'une des réformes aussi, à mon sens en tout cas, qu'on gagnerait. Déjà en 2015, on avait eu le débat. Malheureusement, ce n'est pas allé loin, mais c'est ce qu'on pourrait faire pour peut-être accompagner le projet qu'a eu le ministre de la fonction publique sur la dépolitisation, en fait, entre guillemets, la promotion de la méritocratie. C'est l'une des mesures qu'il faut prendre pour pouvoir renforcer cela. Au-delà de ça, je pense aussi qu'il faut, pour le gouvernement lui-même, il faudrait songer à stabiliser certains ministères. Voilà, stabiliser certains ministères et peut-être stabiliser le gouvernement tout entier pour éviter des réformes à tout va qui peuvent handicaper la marche de l'administration. Nous avons vu récemment le petit remaniement ministériel qui a séparé un ministère, qui a scindé un ministère, et on voit tout le mal que les agents dans ce ministère ont du mal à prendre le relais, surtout à l'orée de la rentrée comme ça. Ça n'a pas du tout été simple. Disons que ce n'est même pas encore simple. Et on gagnerait à stabiliser, à créer des unités ministérielles assez stables. Dans certains pays, on les constitutionnalise même. On peut décider d'avoir 10, 15, 20, 25 ministères, mais de façon stable, et on ne les change pas, quoi. Alors, l'autre réalité aussi de nos administrations publiques, d'aucuns vous le diront, c'est ce principe pour beaucoup, quand on arrive dans une administration, quand on est nommé à un certain poste, on a cette envie de travailler avec les collaborateurs en qui on a confiance, avec les collaborateurs que l'on connaît bien. Est-ce que c'est pas ce qui justifie ces changements de poste? Quand quelqu'un nommé un portefeuille ministériel, il change son SG, il change le directeur de la société qui est directement lié à son ministère et tout. Non, mais en réalité, ce principe n'est valable que pour les postes politiques. Le principe n'est valable que notamment pour les cabinets où on a besoin d'hommes de confiance le plus souvent. Sinon, il y a un principe quand même, le principe de la non-discrimination qui existe dans l'administration publique, qui veut que l'occupation des postes ne soit pas liée à quelques sentiments que vous avez vis-à-vis de la personne ou pas, la personne choisie ou pas. Non, il faut une certaine, promotion de l'égalité des chances à occuper les postes de responsabilité. Et je dis une fois de plus, le principe de
neutralité qui a été promu aussi par le ministre de la fonction publique est intimement lié à ce principe de non-discrimination. Donc le ministre, le DG, le SG n'ont pas à avoir des sentiments, je vais dire personnels, des sentiments à un niveau personnel avec un agent, puisque tous les fonctionnaires sont censés être au service de l'État, puisqu'ils ont tous l'obligation de loyauté. Et je pense que ce qui est bon à privilégier, c'est plus l'aspect technique, voilà, l'aspect compétence technique. Et si je ne pense pas qu'un ministre refuserait de prendre quelqu'un de compétent, tout simplement parce qu'il n'aime pas sa tête, quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est plus les cabinets qui doivent faire l'objet justement de ce type de partage entre guillemets de postes où on peut facilement nommer des proches. Et puis bon, la conséquence, je l'ai toujours dit, quand c'est comme ça, à la fin du mandat de la personne, vous aussi vous partez avec la personne. Ça, c'est aussi simple que ça, si on veut être logique avec soi-même. Au Burkina, on se souvient, pas plus tard qu'il y a quelques années, on a vu ces portefeuilles ministériels où le ministre a eu maille à partir avec un certain nombre de collaborateurs qui ont bloqué les réformes. Oui, mais ça, ce sont des situations de gestion. Ça, c'est plus des situations de gestion. Et nul ne peut affirmer que si c'était d'autres acteurs, le problème n'allait pas se poser. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse la part des choses entre ce qui rentre dans le management pur et simple de toute autorité et ce qui rentre dans l'organisation même de l'administration. Je dis ça seulement parce que aujourd'hui, grâce à Dieu, pratiquement tous les ministères ont des fiches de fonction et des fiches de poste. Donc, normalement, le DRH de chaque ministère doit pouvoir savoir à qui peut choisir tel poste, qui peut choisir telle responsabilité. Ça, c'est si on veut vraiment de la neutralité. Bon, il suffit de demander au DRH seulement de proposer la liste des personnes. Maintenant, vous avez toujours une liste exhaustive de certaines personnes. Vous choisirez parmi eux, tout en respectant le principe de la non-discrimination. Voilà. Et l'une des choses que je suggère le plus, c'est au-delà de la compétence technique, il est très bon parce que nous sommes une société traditionnelle, une société africaine aussi. Il faudrait qu'on tienne compte de plus en plus de l'ancienneté dans le poste parce que c'est très important, surtout quand on veut faire une refondation et revenir à certaines de nos valeurs. Il faut que le droit d'aînesse soit assez bien respecté dans notre administration publique. Dans ces différentes réformes nécessaires pour la refondation de l'État, qu'en est-il du cas spécifique des postes techniques? Oui, les postes techniques, je me suis prononcé déjà là-dessus. Les postes techniques sont les postes pour lesquels, bien sûr, c'est-à-dire, si vous voulez, une compétence précise est recherchée. On peut prendre, par exemple, directeur du service informatique. On ne va pas nommer quelqu'un qui a fait juste une formation 2-3 semaines en informatique pour aller le nommer comme directeur des services informatiques. Il faut bien que la personne ait été, c'est-à-dire professionnellement préparée à occuper un tel poste. C'est pourquoi je dis une fois de plus, avec les fiches de poste, vous avez toutes les caractéristiques, toutes les caractéristiques en fait de chacun des postes de responsabilité. Et ces postes techniques exigent de la part de l'autorité qui choisit, notamment le Conseil des ministres, de vérifier effectivement si la personne a été préparée pour occuper ce poste. Voilà. Parce que je sais qu'en matière, notamment les directeurs des contentieux dans beaucoup de nos ministères, ne sont pas forcément des juristes spécialisés en matière contentieuse. Ce sont souvent certes, qui ont fait un peu de droit, mais le contentieux est une spécialité pour lequel il faut souvent utiliser, si vous voulez, des gens bien rompus à la chose. Fort heureusement, nous avons l'agent judiciaire de l'État qui est là, qui est principalement constitué de juristes et ça aide beaucoup. Mais on gagnerait à travailler beaucoup, je dirais, à mettre en application le décret du ministre d'État Bassolma qui promeut du moins la neutralité et la méritocratie. Donc les postes techniques, à mon sens, ça ne devrait même pas choir au ministre. Si on veut vraiment avoir une certaine indépendance de l'administration, il faut faire en sorte que le ministre ne puisse pas choisir les techniciens, mais que ce soit un travail même de la GRH en collaboration avec le secrétaire général, puisque quoi qu'il en soit, au regard de la continuité de l'État, ces gens sont appelés à rester, quel que soit le ministre qui sera là. À l'étape actuelle des choses, quel est l'état des lieux que vous arrivez à faire de la nomination au niveau de ces postes techniques-là? On reste toujours dans la dynamique de la discrétion, c'est-à-dire du pouvoir discrétionnaire de l'autorité qui détient ce pouvoir de nomination. Je pense notamment au Conseil des ministres. La plupart de ces postes techniques, bien sûr, font l'objet de nomination, en tout cas à la haute sphère, de nomination en Conseil des ministres. Et même à l'intérieur
l'Intérieur, vous allez voir que c'est le ministre qui a le pouvoir de nomination par arrêté ou par décision. Le SG aussi peut proposer. Mais on reste toujours dans le système de la discrétion. C'est ça qui domine le plus. C'est ça qui... Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui sont nommés justement sur la base du mérite ou de l'ancienneté. Ça existe dans certains corps, c'est bien respecté. Mais dans la majeure partie des cas, la nomination relève du pouvoir discrétionnaire du Conseil des ministres. Quel peut être le rôle de la déconcentration dans un pays qui est à la recherche d'une certaine efficacité à travers la refondation de l'État? Ça, c'est une très très bonne question, parce qu'en réalité, on ne peut même pas parler de réforme de l'État si on ne prend pas ces aspects-là. N'oublions pas que l'État, c'est trois grandes composantes. Hein. C'est le pouvoir, c'est le territoire et puis c'est la population. Voilà. La déconcentration, c'est une technique administrative qui vise justement à réduire les inégalités entre les populations, notamment dans la production des services publics, la production, si vous voulez, de l'activité administrative. Donc, dès lors, on ne peut parler de refondation. Si on l'inscrit bien sûr dans la logique de vouloir satisfaire plus de Burkinabés, on peut parler de refondation si on ne revient pas sur certains aspects de la déconcentration qui font qu'aujourd'hui certains Burkinabés ne peuvent pas avoir accès à leur administration. Voilà. Je sais que récemment, la semaine dernière, j'apprenais qu'il y avait une antenne par exemple de l'Office national d'identification qui a été placée à Gawa ou c'est à Banfora. Je dis c'est bien, c'est exactement ce qu'il nous faut. Il faut déconcentrer de plus en plus parce que pour aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, je pense que pour faire un passeport, il faut forcément venir à Ouagadougou. Pourtant, il peut y avoir des besoins dans tout l'ensemble, sur l'ensemble du territoire burkinabé. Donc, il faut que l'administration travaille perpétuellement à s'étaler sur le territoire national afin de pouvoir toucher, si vous voulez, tous nos compatriotes qui sont installés dans toutes les localités du Burkina Faso. Donc l'administration déconcentrée consiste pour l'administration centrale d'élargir son champ d'action afin de toucher le maximum de population. Et sur ce point précis, je pense que notre véritable dernière réforme sur la déconcentration, hein, si ma mémoire ne me trompe pas, je pense que c'est elle date de 1998. C'est vrai qu'en 2014, il y a eu des réajustements, on a augmenté le nombre des départements. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas d'augmenter le nombre d'unités administratives déconcentrées. Il s'agira surtout de renforcer celles qui sont déjà là. Voilà. Nous avons les 13 régions qui ont à leur tête le gouverneur. Moi, je voudrais qu'on mette l'accent sur le rôle central du gouverneur au niveau déconcentré. Déjà, arrêter, je vacille un peu dans le fonctionnement, arrêter les chevauchements en réalité de missions, les chevauchements de la gestion de certaines affaires. Le gouverneur... Qu'est-ce que vous entendez par chevauchement? Oui, parce que dès lors que vous avez le gouverneur dans la région, on peut dire que nous avons le gouvernement là-bas. Le gouverneur représente l'ensemble du gouvernement, il représente même le président du Faso, si vous voulez, au niveau régional. Donc, et en plus de ça, il y a des unités administratives déconcentrées des ministères, notamment les directions régionales, il y a des directions provinciales au niveau provincial. Donc, ça suffit, le gouverneur peut se servir justement de ces entités administratives-là pour jouer exactement le même rôle que celui que le ministre joue au niveau central. Donc, à partir de cet instant, il n'est plus nécessaire, par exemple, qu'un ministre se déplace pour mener certaines activités. Il y a souvent certaines réalités par rapport à un certain nombre de projets. Le ministre a besoin d'aller voir l'état d'avancement, par exemple. Oui, le gouverneur est là. Le gouverneur est son œil et ses oreilles. Il rendra compte. Le gouverneur, mais je dis, on ne choisit pas n'importe qui pour être gouverneur. Ce sont généralement des personnes qui sont même ministrables, entre guillemets. Donc, je veux dire, à moins que ce ne soit les événements nationaux, je pense que le dernier texte là a essayé de revenir un peu sur ça, à moins que ce ne soit que pour des événements nationaux, le ministre est représenté déjà. Et le principe de la représentativité en administration, c'est que votre représentant, il agit pour vous c'est-à-dire il agit en votre nom et c'est vous qui assumez toujours la responsabilité, mais c'est vous qui l'avez choisi. Donc il est là pour jouer le même rôle. Ne serait-ce que par devoir de redevabilité, un ministre se doit d'aller au contact des populations dans les différentes régions aussi. Là, nous tombons dans la politique, on n'est plus dans l'administration. Là, nous tombons dans la politique. Or, ici, il ne s'agit pas de faire de la politique, il s'agit de faire de l'administration. Et pour faire de l'administration, une fois de plus, le gouverneur rendra compte à chaque fois qu'il y a le besoin au niveau régional. Le haut-commissaire en fera autant au niveau provincial, le préfet en fera autant au niveau départemental. Donc, je ne pense pas qu'un ministre ait besoin de se déplacer dans un département, dans une province ou dans une région pour rendre compte. J'ai dit une fois de plus, il a l'occasion de rendre compte devant l'Assemblée nationale. Et c'est ça
qui est normalement le rôle justement du ministre. Donc quand il veut rendre compte, c'est devant l'Assemblée nationale. Et comme vous le savez, l'Assemblée nationale fait quoi? Elle représente aussi le peuple. Donc le gouverneur, le haut-commissaire, le préfet, eux, ils ont la latitude de faire ce que le ministre pourrait éventuellement faire lorsqu'il se déplace. C'est la même chose pour le SG avec les directeurs régionaux. Donc quand SG se déplace au niveau régional pour une activité sectorielle, pour moi, à la limite, ça ne concourt pas à renforcer notre déconcentration. Voilà. Donc c'est plus les aspects politiques qui ont longtemps été utilisés, parce qu'aller devant le peuple, par exemple, aller inaugurer un pont devant une population locale, ça donne de l'aura politique. Ça relève de l'ordre de la politique. Mais nous sommes dans la refondation de l'État. J'ai dit une fois de plus, au début j'ai dit, la refondation consiste à inverser les choses, inverser les paradigmes. Les pratiques anciennes qui ont contribué à créer un certain nombre de tares devraient être abandonnées. En tout cas, c'est ce que moi j'attends par refondation pour qu'on puisse avoir un nouveau Burkina. Donc on n'a pas besoin de tout ce ramdam-là pour aller inaugurer un pont ou bien pour aller constater qu'un pont est cassé ou bien non. Il y a des techniciens qui sont là et qui ont l'obligation de vous rendre compte. Quitte à vous maintenant d'aller rendre compte aux représentants du peuple afin que tout le monde en soit informé. Toujours dans la déconcentration, quelle peut être la place que l'on pourrait accorder à l'utilisation d'éthique? On a vu l'expérience aussi avec le e-casier judiciaire et un certain nombre de choses. Comment est-ce que ça peut être utilisé dans ce cadre-là aussi? Non, là nous sommes carrément dans l'opérationnel. Effectivement, c'est l'une des difficultés que le gouvernement, disons l'administration d'une manière générale, rencontre au niveau opérationnel. On a un système administratif qui est numérisé, entre guillemets, on va dire ça. En tout cas, dans la volonté politique, l'administration a besoin des technologies de l'information et de communication, notamment des infrastructures liées pour pouvoir faire un certain nombre de travail de façon rapide et de façon efficace. On est tous d'accord que le numérique, ça réduit la distance, le numérique, ça réduit les tracasseries, le numérique réduit même la corruption. Voilà. Maintenant, il y a la volonté et il y a la réalité. La réalité, c'est que nous avons un problème infrastructurel très grave à ce niveau. Donc, pas mal de dossiers administratifs au niveau régional, au niveau provincial, n'arrivent pas à être traités, alors que les textes même permettent à ces entités administratives, à ces niveaux administratifs, de gérer certains dossiers. Mais on est pratiquement obligé de revenir au centre parce que l'investissement infrastructurel n'a pas suivi. Et quand je parle d'investissement infrastructurel, c'est principalement, si vous voulez, le réseau, même le réseau Internet. Nous avons un problème de fibre dans ce pays. Je sais qu'il y avait un projet, le backbone national. On ne sait pas où est-ce qu'on en est pour le moment, mais ça ralentit beaucoup. Ce qui fait que même avec toute la volonté du monde, certaines administrations déconcentrées sont obligées de référer les usagers au niveau central. Et même au niveau central, il n'est pas rare d'arriver à trouver qu'il y a des pannes techniques qui ne permettent pas de traiter de façon efficace les besoins et les demandes des usagers. Ça, ce sont des réalités. Au niveau de l'opérationnalisation, qu'en est-il justement de l'effectivité de la régulation de certains acteurs sur le terrain? C'est ça. Ah oui, ça c'est un point très très important parce que effectivement, comme je l'ai dit, l'administration a pour rôle de satisfaire la population. Or, aujourd'hui, la population burkinabé souffre de si vous voulez, de certaines difficultés qui sont un peu liées à l'inaction de l'administration. Je dis bien l'inaction de l'administration. Je prends juste un exemple, le cas notamment du contrôle des prix. Voilà, le contrôle des prix qui échoue, je pense, au ministère du Commerce. Voilà, il faudrait, dans le sens justement d'inverser les paradigmes, dans le sens justement de donner le bon message à la population, c'est vraiment faire descendre des contrôleurs de façon permanente. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas, comme on l'a dit, le système informatique est tel qu'on ne peut pas contrôler à distance. Donc, il faut de l'action sur le terrain. Il faut que le ministère du Commerce, si ce n'est pas encore fait, réoriente son activité essentiellement, c'est-à-dire pour la régulation des prix, parce que c'est très important. C'est du domaine souverain de l'État que de fixer le prix de certaines denrées, notamment de nécessité, de première nécessité, et c'est du domaine régalien de l'État aussi que de veiller à ce que cela soit appliqué. Autre régulation qui pose sérieusement problème, ce sont les télécommunications. Il ne se passe pas un jour, ou même sur vos antennes, au mot à dire, où des auditeurs se plaignent du fait que les réseaux de téléphonie mobile semblent ne pas respecter tout leur cahier de charges.
charge. Et il y a beaucoup de plaintes en la matière. La réalité des IPE. Voilà. Donc, du coup, il faut prendre en compte le besoin des citoyens et se lancer dans plus de régulation sur le terrain. Ça, c'est nécessaire et je pense qu'on dispose du personnel pour ça. Le temps est en train de filer. Oui. L'une des dernières questions, quelle peut être la place des évaluations au niveau justement de cette quête de refondation de l'État selon vous? Les évaluations, je pense que c'est un système qui existe bien chez nous. C'est d'ailleurs un des principes majeurs pour pouvoir atteindre l'efficacité administrative. Donc pour connaître la performance, il faut évaluer. Donc on peut évaluer à la fois l'action administrative, mais on peut aussi évaluer les acteurs administratifs. Je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde les deux à la fois. D'accord. Pour l'action administrative, je pense qu'elle s'évalue sur la base justement des programmes d'activité que chaque entité administrative produit en début d'exercice. Et trimestriellement, en tout cas c'est le temps minimum qu'on utilise le plus souvent, trimestriellement, il y a des rapports, c'est-à-dire périodiques, qui sont envoyés à l'autorité supérieure hiérarchique, bien sûr, qui va procéder à ce qu'on appelle une évaluation technique des résultats obtenus à mi-parcours. Et à chaque fois, il y a des recommandations qui sont faites. Donc, il faut accentuer ce travail d'évaluation parce que c'est la seule façon d'avoir réellement les vrais indicateurs pour notre développement. Mais bien sûr, pour avoir une bonne évaluation, il faut qu'il y ait une bonne programmation. Et le plus souvent, c'est là que nous péchons parce que nos programmations ne sont pas toujours réalistes, elles ne tiennent pas toujours compte du besoin réel des citoyens, mais plutôt des contraintes budgétaires. Or, il faut tenir compte des besoins réels, quitte à chercher des financements pour combler, mais c'est mieux d'avoir l'esprit clair. Maintenant, quant à l'évaluation si vous voulez, des acteurs, ça c'est aussi un grand mal de notre administration qu'il faut travailler à opérationnaliser, c'est de faire en sorte que chaque fonctionnaire, en tout cas quel qu'il soit, quel que soit son niveau, puisse avoir des contrats d'objectifs à chaque fois qu'il est en poste. Et ces contrats d'objectifs permettront à son supérieur hiérarchique immédiat, de procéder à une évaluation à la fin de chaque année pour voir s'il a atteint ses objectifs ou pas, et s'il ne les a pas atteints, pourquoi il ne les a pas atteints. S'il y a des propositions à faire pour améliorer ses performances, on fait et puis ça marche. Jusqu'à présent, ce n'est pas une réalité dans nos administrations? Disons que la pratique, elle est mitigée. Certains le font parfaitement, d'autres ne le font pas, mais je peux vous dire que nous avons le meilleur système d'évaluation qui existe pratiquement dans toutes les administrations publiques de la sous-région. Reste à l'implémenter, reste à vraiment prendre ça en charge. Moi, je suis très souvent avec les fonctionnaires qui viennent pour se former et monter en grade. Beaucoup disent qu'ils n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation. Parce que l'évaluation dont il est question, c'est une évaluation qui se fait lors d'un entretien entre l'agent et son supérieur. Et il y a un procès verbal d'évaluation qui est là, qui est signé par les deux acteurs. Donc ça, si on arrive à implémenter ça, si on arrive à l'opérationnaliser, ça va améliorer clairement la performance de l'administration. Et ce sont des petites choses qu'on peut faire pour avoir plus d'efficacité, quoi. Ce qui pose encore le problème du suivi-contrôle. Et je me permets de poser une question que certains auditeurs peuvent vouloir vous poser. Est-ce à dire que, par exemple, au niveau des nominations, on ne prend pas garde à regarder justement ces fiches d'évaluation avant de nommer quelqu'un à un poste? Non, les fiches d'évaluation existent, sauf qu'elles ne sont pas réalistes. Les fiches d'évaluation, puisqu'il faut chaque année que les agents soient évalués, ce sont des notations en réalité. On met des notes pour faire valoir. C'est tout simplement ça. Ces fiches d'évaluation existent. Il y a des fiches. Et sans ces fiches, par exemple, l'agent ne peut pas avancer. Vous savez que dans la fonction publique, on avance tous les 2 ans. Vous dites tantôt que certains n'ont pas été évalués durant un certain nombre d'années. Évalués au sens opérationnel, au sens réel du terme. Mais ils ont une note sur leur fiche d'évaluation. Voilà. Ils ont une note. Maintenant, est-ce que c'était sur la base d'un contrat d'objectif? Allez-y voir, vous allez voir que beaucoup ont été évalués sans contrat d'objectif. Donc, posez-vous la question, comment on a pu lui attribuer cette note? Voilà. Parce que normalement, c'est en fonction des réalisations de l'année qu'on vous évalue. Mais si vous n'avez même pas de lettre, vous n'avez pas un guide, vous n'avez pas un contrat d'objectif, sur quelle base on vous nomme et on vous évalue? Donc, j'ai fait l'expérience administrative dans certains de mes passages à l'administration. J'ai toujours fait l'entretien avec mes collaborateurs. Voilà. D'aucuns me disaient non, l'ancien chef ne fait pas comme ça, il ne faisait pas comme ça. Il nous demandait juste de proposer nos notes et puis il signait. Donc c'est ça, ce sont des choses qui arrivent. Beaucoup mettent leurs notes, ils déposent, le supérieur signe et puis il envoie. Donc est-ce qu'il y a vraiment évaluation? Non, mais il y a une fiche d'évaluation avec une note qui est là, qui est affichée. Est-ce que certains ne mettront pas ça aussi dans les lourdeurs administratives? Pas de lourdeur administrative. En fait, l'évaluation, on n'est pas obligé de la tenir le même jour. Okay. La loi dit qu'à partir de 6 mois d'exercice, on peut évaluer un agent. Donc un bon manager, c'est celui qui peut programmer les évaluations de ses collaborateurs sur une période même de 6 mois.
Donc, même si c'est une personne par semaine, vous pouvez le prendre. L'entretien ne dure pas 15 à 20 minutes, vous pouvez le faire. Ce sont des choses qu'à faire. Nicolas Zemané, merci d'avoir répondu à l'invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes enseignant en droit public et également consultant indépendant en management public. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Kabouré, et à très bientôt. Merci à vous, auditeurs de la radio ATFM et téléspectateurs de True TV. Ainsi se referme le carton de l'invité qui a parlé justement des réformes administratives nécessaires dans le cadre de la refondation de l'État. En même temps se referme ce numéro du DEJ Matinal Info qui est le dernier de la semaine. En attendant de vous retrouver par la grâce de Dieu lundi prochain pour un autre numéro, eh bien non seulement portez-vous bien mais aussi que Dieu bénisse le Burkina Faso.